Et nous enchaînons à présent avec Enjeu patrimoine, où nous allons faire un focus fiscalité et plus particulièrement évoquer la contribution différentielle pour les hauts revenus, donc qui figure dans la loi de finances 2025. Quel impact concrètement pour les hauts revenus, si c'est validé par le Conseil constitutionnel? Nous allons en parler avec Pierre-Elliott Blum, avocat associé en fiscalité au sein de l'UMA Avocat. Bonjour Pierre-Elliott Blum. Bonjour Nicolas. Mais aussi avec Jean-François Flity, cofondateur d'Allure Finance. Bonjour Jean-François Flity. Bonjour Nicolas. Merci à tous les deux d'être là pour décrypter un petit peu ce sujet fiscalité. Quand on parle de CDHR, Pierre-Elliott Blum, on parle d'une imposition minimum pour les plus hauts revenus de 20%. C'est ça, c'est-à-dire cette idée qu'il faut qu'on paye au minimum 20% d'impôts quand on fait partie des hauts revenus. Exactement. Donc, à compter des revenus 2025, une nouvelle contribution instaure une imposition minimale de 20% pour les contribuables qui perçoivent, quand on est seul, plus de 250 000 euros de revenus. D'accord. Et pour les contribuables en couple, plus de 500 000 euros de revenus. Autrement dit, on vient augmenter l'imposition pour les contribuables qui perçoivent principalement des revenus de dividendes ou de plus-value, qui, soumises à la flat tax, donc au prélèvement forfaitaire unique de 12,8% d'imposition, ont une imposition inférieure à 20% d'imposition. Alors, cette décision, cette contribution différentielle sur les hauts revenus, ça avait été évoqué par le gouvernement Barnier. On nous avait dit que ne l'aurait pas. Finalement, on l'a eu dans cette loi de finances 2025. Ensuite, on a entendu qu'il fallait que le Conseil constitutionnel valide. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? On en est toujours un peu en attente de la décision du Conseil constitutionnel. A priori, je ne vois pas de difficulté au fait que cette contribution soit instaurée et mise en place à compter de 2025. Il faut savoir qu'on a déjà une contribution un peu équivalente, qui ressemble, qui est la contribution exceptionnelle sur les revenus. Qui porte bien son nom. Qui porte bien son nom, qui était exceptionnelle mais qui a été maintenue sur le long terme. Donc a priori, cette contribution différentielle sur les revenus n'aurait vocation à s'appliquer que sur les revenus 2025. Mais à voir si le gouvernement maintient cette contribution différentielle sur les années suivantes. Ce qu'on a vu quand même, c'est que lorsque la CRDS a été mise en place en 1996 et qui, elle également, ne devait être que temporaire, finalement, et qui devait s'arrêter en 2009, elle continue encore aujourd'hui. On aime le temporaire durable en fiscalité, c'est ce que vous nous dites ? Exactement. Et je viendrai compléter également un point, c'est qu'effectivement, cette contribution touche effectivement les personnes qui reçoivent essentiellement des dividendes et des plus-values, mais également les dirigeants d'entreprises qui, eux, pilotent, entre guillemets, optimisent leur fiscalité d'une part, entre guillemets, entre leur rémunération d'activité et leurs dividendes. Justement, cette contribution est justement faite pour, entre guillemets, impacter ce type de catégorie de dirigeants qui percevaient plutôt peu de rémunération et beaucoup de dividendes. D'accord. Voilà. Et donc là, ça permet de venir assurer un minimum de rémunération de 20%. Pour bien comprendre, on a des tranches d'imposition sur le revenu qui peuvent aller jusqu'à... Arrêtez-moi si je me trompe. 45%, c'est ça. Ça veut dire que de toute façon, quand on dépasse un certain seuil de revenus et de salaire, être imposé à 20% de son salaire global, c'est pas si choquant. Il y en a qui le font déjà, qui sont déjà, qui vivent déjà ça aujourd'hui. Et là, l'idée, c'est justement d'aller mettre une imposition pour ceux qui ne percevaient pas via des salaires. C'est bien ça. C'est exactement cela. Donc en fait, soit ceux qui pilotaient, soit qui en fait ne touchaient des revenus d'un patrimoine. D'accord. Exactement. Donc et les 45% sont majorés quand même d'une autre contribution qui s'appelle la CEHR, qui est de 3 ce dont parlait Pierre-Elliott Blum, oui, bien sûr. En plus des 45%. Donc on est vite à 49%. D'accord, ok. Voilà. Et là, effectivement, on est près de 50% quelque part d'imposition sur le revenu. Alors, il faut juste préciser que cette nouvelle contribution vient quelque part mettre à mal la flat tax. D'accord. On appelle la flat tax. Oui, c'est ça que j'aimerais comprendre. On parle de 20%, la flat tax, c'est quoi ? C'est 30%. Alors la flat tax, c'est 30%, mais c'est 30% d'une part avec 12,8 d'impôts et 17,2 de prélèvements sociaux. Bien sûr. Et donc en fait, cette contribution vient majorer à 20, c'est-à-dire les 12,8 pour les faire passer à 20. Donc au final, on n'est plus à 30, on est finalement à 37,2%. D'accord. Voilà. Donc ça vient majorer très significativement le taux effectif global.
Et l'idée du législateur, c'est de toucher à peu près 25 000 personnes pour à peu près 2 milliards de recettes supplémentaires. Donc ça va vraiment, ça va vite. Pierre-Elliott Bloom, est-ce que ça change déjà, est-ce que votre téléphone sonne plus depuis début janvier avec ce sujet effectivement de ceux qui voudraient, qui piloteraient par exemple leur rémunération et qui se posent la question de savoir si oui ou non le Conseil constitutionnel va valider, puisque il y a l'annonce et maintenant il y a l'attente. Donc l'attente peut créer de l'angoisse. Il y a effectivement non pas une angoisse, mais des stratégies à mettre en place, des simulations qu'on met en place pour des clients pour vérifier, pour voir un petit peu l'impact qu'aura cette contribution différentielle sur les revenus, sur leur fiscalité au titre des revenus 2025. Je ne dirais pas qu'il y ait une inquiétude de nos clients d'une manière générale. On sait de toute façon qu'on est dans une mouvance d'augmentation de l'imposition, et pour les contribuables qui ont je dirais davantage de revenus, c'est une contribution qu'ils pourront supporter, mais malgré tout, il y a effectivement des arbitrages à mettre en place sur, comme vous le disiez Jean-François, sur un peu plus de rémunération pour peut-être arriver au seuil de 20% sans toutefois le dépasser de manière outrageuse pour limiter effectivement l'impact de cette contribution. C'est la question qu'on peut se poser et que doivent se poser un certain nombre de personnes effectivement qui, alors on parle de hauts revenus bien sûr, est-ce que ça remet en cause les pilotages anciens et est-ce que du coup on se verse plus de salaire pour moins de dividendes? En fait, pas tout à fait. Non, je vous vois tous les deux faire non. Oui, donc ça au moins. En 2 mots et rapidement, pas tout à fait, parce qu'on peut encore optimiser les charges déductibles du revenu global par tout un tas de possibilités, comme les versements de pension à un ascendant ou à un descendant, certains dispositifs de défiscalisation immobilière comme la loi Malraux ou le Pinel. D'accord. Donc il faut investir. Bien sûr, les versements en PER, en plan d'épargne retraite. D'accord. Tous ces dispositifs permettent de réduire le montant de revenus éligibles à la CEHR. Et l'idée, c'est de passer sous les 250 000 euros quand on est une personne seule, ou sous les 500 000 euros lorsqu'on est un couple sous un foyer fiscal unique. Pierre-Elliott Bloom, ça ne remet pas donc complètement en cause des stratégies qui auraient pu être imaginées en 2020, 2021, 2022 ? Absolument pas. Encore une fois, c'est quelque chose qu'on anticipait de toute façon, l'augmentation des prélèvements. On constate depuis de nombreuses années que les contributions ou le prélèvement, d'une manière générale, augmentent, que ce soit pour les entreprises ou pour les particuliers. Et donc, il n'y a pas forcément de surprise particulière, puisque de toute façon, que l'on ait parlé de la contribution différentielle ou de la flat tax, qui était elle aussi dans le viseur Bien sûr, c'est vrai qu'on en a du Parlement et du gouvernement. Et donc, finalement, ils ont mis en place cette contribution qui, a priori, ne s'appliquerait que sur 2025. À voir si, bon, voilà, c'est sur le long terme, mais bon, on ne toucherait pas à la flat tax. Donc, malgré tout, on s'attendait à une évolution de la fiscalité, et c'est cette contribution-là qui a été mise en place et qui va être complètement assumée par les contribuables, mais qui aura un impact a priori que sur 2025. Alors, ce qu'il faut ajouter, c'est qu'un acompte devra être payé à hauteur de 95% de cette contribution entre le 1er et le 15 décembre, et que, à défaut, si cet acompte n'était pas payé ou s'il n'était pas justement qualifié, justement calculé, eh bien, des pénalités seraient exigibles à hauteur de 20%, donc une pénalité de 20%. Alors là, vous avez mentionné quelque chose qui, pour le coup, sans créer de l'angoisse, attire mon attention. Justement calculé. Par qui ? Pas par l'administration fiscale, du coup, c'est du déclaratif. D'accord. C'est la responsabilité du redevable. D'où l'intérêt du redevable de bien se faire conseiller en amont par mon confrère, par exemple, ou par des personnes telles que nous, pour justement évaluer au plus juste le montant qui doit être payé en acompte entre le 1er et le 15 décembre. Et alors, effectivement, on ne sait pas quelle sera la décision du Conseil constitutionnel, mais on peut s'attendre à ce que ça entre en vigueur quand même. Là, pour le coup, je vous vois tous les deux faire oui. Tout à l'heure, vous dites Pierre-Elliott Bloom, oui, c'est une question de temps, mais il faut s'y préparer pour cette année, pour les clients concernés, enfin pour les gens qui nous écoutent, qui sont concernés. Il faut complètement s'y préparer, puisque je pense que sans grande surprise, cette contribution sera mise en place. Et donc, effectivement, il faudra anticiper l'acompte à verser au cours du mois de décembre, qui en fait
une sorte d'anticipation des paiements qui a été mise en place par le gouvernement pour éviter évidemment la notion de rétroactivité de la loi fiscale. Et donc, on a mis en place cette contribution, cet acompte à compter de décembre pour percevoir des fonds un peu plus rapidement. Donc, moi, mon conseil auprès de mes clients, c'est d'anticiper le paiement de cette contribution et puis de commencer à travailler sur quelques petits investissements comme Jean-François l'a indiqué pour pouvoir un petit peu passer sous les seuils ou pouvoir réduire à minima le montant de la contribution pour le paiement en 2025. Oui, parce que ça peut être significatif, parce que la somme de ces investissements... C'est ce que j'allais dire, l'environnement fiscal global est de plus en plus contraignant quand on a des hauts revenus en France. Alors, Jean-François Flitti. Il est effectivement très contraint, mais il reste un certain nombre de charges déductibles du revenu global. L'idée, c'est pas d'être exhaustif sur ce plateau, mais toutes ces charges, si on les optimise bien sur l'année 2025, si on fait une planification de ces charges, on peut effectivement réduire ce montant de revenus qui sera effectivement exigible, dont un taux sera exigible à la contribution différentielle. Merci beaucoup, messieurs. On va suivre effectivement la décision du Conseil constitutionnel dans les prochains jours ou prochaines semaines vis-à-vis de la CDHR, contribution différentielle pour les hauts revenus. Merci Pierre-Elliott Blum, avocat associé donc spécialisé en fiscalité au sein de l'UMA Avocat, et Jean-François Flitti, cofondateur d'Allure Finance. Merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans la dernière partie de l'émission, dans l'œil de l'expert.